J'ai 24 ans et j'ai constamment l'impression d'être l'une des rares à être vraiment éveillée. Pas une féministe hashtag, pas une féministe en emoji sur mon profil. Je parle d'être réellement consciente des structures de pouvoir, des choses silencieuses que personne ne veut admettre. Chaque jour ressemble à naviguer dans un système qui n'a jamais été conçu pour moi. C'est épuisant. La majorité de mon énergie part à esquiver la masculinité toxique omniprésente, au travail, sur le trottoir, les rencontres, le pire. Mes amis disent que je me prends trop la tête, mais je vois les mêmes schémas depuis des années. J'avais exactement un endroit sûr, mon meilleur ami Evan, que je connais depuis le lycée. Il l'était, et oui, le passé compte. L'exception, le type qui décroche le téléphone à 2 heures du matin. Celui qui écoutait au lieu de se centrer sur lui. Il prouvait que certains hommes pouvaient être décents. La plupart choisissent simplement de ne pas l'être. Notre amitié semblait parfaite, équilibrée. Je pouvais tout dire sans me censurer. Me plaindre des hommes, des systèmes, de mes histoires horribles de rencontres, et il hochait la tête, disait « Oui, tu as raison », ou du moins je le pensais. Les fissures sont apparues il y a quelques mois. J'ai publié quelque chose en ligne, rien de fou, juste une remarque sur la façon dont certains hommes feignent l'incompétence à la maison. Soudain, ils ne savent plus nettoyer ni cuisiner. Et c'est nous qui finissons par tout faire. La réaction a été immédiate et féroce. Mes messages privés se sont remplis d'hommes en colère. Les commentaires se sont transformés en un dépotoir de fragilité. Un de ces moments qui vous aspirent l'air font paraître tout inutile. Poitrine serrée, rage et fatigue mêlées. Alors j'ai fait ce que je fais toujours. J'ai appelé Evan. Il a répondu instantanément. Même voix calme. J'ai tout déversé, les commentaires, la déformation de mes mots, le fait qu'il prouvait littéralement mon point. Je radotais, probablement en larmes de fatigue, il ne m'a jamais interrompu, m'a juste laissé parler. Quand j'ai enfin arrêté, il a dit exactement ce dont j'avais besoin, que j'étais courageuse, que j'avais raison, que ces types étaient juste des hommes insécurisés et menacés. Chaque sentiment validé, comme de l'aloe sur une brûlure. J'ai raccroché légère, lui disant qu'il était le meilleur, un allié masculin exemplaire. Il a juste émis un petit bruit et on a terminé l'appel. Je me sentais invincible à nouveau. C'était notre fonctionnement, il était mon soutien émotionnel, je lui apportais de la perspective, je l'aidais à grandir. Un échange équilibré de travail émotionnel, semblait-il. À ce moment-là, je poursuivais aussi quelque chose avec un gars de ma salle de sport. Le contraire d'Evan. Énorme, silencieux, sûr de lui à la limite de l'arrogance, un vrai défi. Je sais comment ça sonne, mais ça contredisait pas mes croyances. Si je pouvais amener un type comme ça, un alpha classique, à me respecter et respecter mon féminisme, ce serait une preuve. Même les pires stéréotypes pouvaient évoluer. C'était un projet, alors je m'y suis investie. Je m'entraînais près de lui, demandais des spots dont je n'avais pas besoin. Finalement, il m'a demandé mon numéro. Gros gain. On a prévu un rendez-vous pour le week-end. J'étais excitée. La première personne à qui j'ai pensé, Evan, j'avais aussi besoin de son aide. Je paniquais. Aucune idée de quoi porter. Je l'ai appelé pour une consultation d'urgence sur ma tenue. Il est arrivé 1 heure plus tard avec mon café habituel. Fidèle, comme toujours. L'une de ses meilleures qualités. J'ai vidé la moitié de mon placard sur le lit. Il a tenu chaque vêtement un par un, demandant sans cesse « Celui-ci, trop désespéré. Celui-là, est-ce que ça montre une femme confiante qui assume sa sexualité ou ça crie facile ?» Il essayait, mais quelque chose clochait, bien plus silencieux que d'habitude, juste un vague décalage, comme ouais, ça a l'air bien, aucune énergie, aucun vrai avis. Ça m'a agacée. J'avais besoin qu'il soit concentré. J'ai finalement choisi une robe noire, plus de peau que d'habitude. J'ai demandé une dernière fois si c'était correct. Il m'a fixé un peu trop longtemps. Ça a l'air super, a-t-il dit. Mais son ton était étrange, presque lourd, triste, peut être. J'ai ignoré, pensé qu'il était juste fatigué du travail. Puis le vrai problème est arrivé. Le gars de la salle avait choisi un endroit à l'autre bout de la ville. Impossible. Pas question de prendre le bus avec cette robe.
Je ne voulais pas non plus payer un covoiturage, alors j'ai demandé à Kyle de me conduire. Il a hésité. Première fois que je voyais ça, il prévoyait de travailler sur un projet perso. J'ai ri, dit que ça pouvait attendre. C'était une urgence. Ton suppliant, j'ai dit que je lui devais ça. Quelques secondes de silence, il a accepté. Bien sûr, le trajet était gênant. Moi, excitée et nerveuse, je parlais sans arrêt du gars, de la salle, de son physique, de la confiance qu'il dégageait. J'ai peu être mentionné, être fatiguée des hommes faibles et passifs. Pas Kyle, évidemment, il était mon ami. Mais j'ai vu ses mains se crisper sur le volant. Pas un mot, juste fixé droit devant. Je l'ai à peine remarqué. Il m'a déposé à un pâté de maison comme demandé. J'ai sauté du siège, remercié rapidement et filé. Le rendez-vous était nul. Le gars de la salle était douloureusement ennuyeux. Il ne parlait que de macro et de plans d'entraînement. Il ne me posait aucune question. Quand j'essayais de parler de vrais sujets, son regard se voilait. Pas confiant, superficiel, pas éclairé, juste vide. J'ai payé l'addition, il m'a raccompagnée au coin de la rue, demi-câlin maladroit, c'était tout. Pas de message, pas de suivi, disparu. Je n'étais pas blessée, j'étais furieuse, temps perdu, pure arrogance. Encore un exemple de comportement masculin toxique. Utiliser une femme pour la validation, puis la jeter. Je bouillais toute la journée. Le soir, j'étais vidée, à nouveau, rage et fatigue combinées. J'avais besoin de Kyle, qu'il me dise que j'avais raison, que ce type était nul. Je l'ai appelé. Allez direct sur la messagerie vocale. Bizarre, il ne m'avait jamais ignoré. J'ai envoyé un message, urgence, besoin de parler. 1 heure passe, rien. Maintenant, j'étais irritée et inquiète. Était-il fâché à cause du trajet? Si c'était vrai, si mesquin, je me suis reculée, lui ai laissé de l'espace. Les jours passaient, toujours rien. Mes messages même pas délivrés. M'avait-il bloqué? Non, c'est insensé. L'anxiété s'installe, et si quelque chose était arrivé, mais l'agacement prenait le dessus. Comment disparaître quand j'ai besoin de toi après des années? J'ai tenté une dernière fois, appelé depuis le téléphone d'une amie. Ça a sonné, il a décroché. Soulagement immédiat. Je ne l'ai pas laissé parler, j'ai tout déversé, mon inquiétude, mes tentatives de le joindre, la catastrophe du rendez-vous. Silence, long silence. Quand je me suis arrêtée pour respirer, sa voix était plate, froide. « Sophia, que veux-tu? Ça m'a paralysée, si agressif. » J'ai dit que je voulais parler à mon meilleur ami. Long silence. Puis il a dit qu'on devrait se voir, au parc près de chez lui. Confuse, j'ai accepté. J'ai supposé qu'il voulait s'excuser. Il était déjà assis sur un banc, différent, plus mince peut être, mais droit. Il ne s'est pas levé. Je me suis assise à côté, prête à lui raconter le désastre du gars de la salle. Mais son visage m'a arrêté net. Pas de chaleur, pas d'inquiétude, juste vide, comme si quelqu'un l'avait éteint. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, pourquoi il m'avait esquivé. Il m'a regardé et dit qu'il ne pouvait plus continuer. Je clignais des yeux, sans comprendre. Continuer quoi? Ceci, dit-il en balayant la main entre nous, notre amitié. J'ai cru qu'il plaisantait. Il ne plaisantait pas. Il a révélé qu'il avait des sentiments pour moi depuis des années. Mon estomac s'est noué. Oh non, ce scénario exact. Le gentil gars qui espère plus. La déception m'a frappée. Je pensais vraiment qu'il était différent. Il a continué. Sa voix plate, être mon soutien émotionnel pendant que je poursuivais d'autres hommes, le détruisait peu à peu. Il a évoqué le trajet en voiture, m'emmener à ce rendez-vous, m'entendre parler du gars de la salle, le moment le plus humiliant de sa vie. J'ai essayé d'intervenir. Non, tu te trompes, tu n'es pas comme ces types. Mais il n'a pas arrêté. Il en avait fini d'être ma poubelle émotionnelle, d'attendre que je le remarque, de mettre sa vie en pause pour moi. J'étais paralysée, cerveau en ébullition, essayant de réparer. Il était mon meilleur ami. Je ne pouvais pas le perdre, j'avais besoin de lui. Alors j'ai utilisé la ligne classique, celle qui laisse un gars tomber doucement, préserve l'amitié. Je lui ai touché le bras, regard sérieux. « Oh Kyle, je ne savais pas. Je suis vraiment désolée, mais je ne pourrai jamais te voir comme ça. Tu es comme un frère pour moi. » J'ai attendu le signe de compréhension. Triste, mais accepté. Il n'est jamais venu. Il ne semblait ni blessé, ni écrasé, juste fixé sur moi. Et pour la première fois, j'ai vu un éclat. Pas de tristesse, pas de pitié. Il avait pitié de moi. Lentement, il retire son bras, se lève, me regarde et dit « Je sais que c'est le problème.
Puis il tourne et part. Je restais figée, le regardant disparaître au coin de la rue. Il n'a jamais regardé en arrière. Je pensais ressentir de la culpabilité, être de la tristesse. Au lieu de ça, irritation, gêne. Comment pouvait-il faire ça? J'ai perdu un ami parce qu'il ne pouvait pas gérer ses émotions. Je suis restée longtemps à ce banc, convaincue qu'il se calmerait, réaliserait qu'il exagérait, qu'il reviendrait. Il l'a toujours fait. Je suis rentrée, agacée, pas vraiment inquiète. Je lui donnais une semaine dans ma tête, puis il s'excuserait. L'amitié était trop importante pour finir ainsi. J'en étais sûre. Une semaine passa, puis deux. Toujours le silence. La panique s'installe enfin. Tout semblait décalé sans lui. Les petites choses du quotidien me manquaient, des trucs que j'aurais normalement partagés avec lui, une remarque condescendante de mon patron, un film nul. Quelque chose de drôle dans la rue. Mon pouce restait au-dessus de son nom, puis s'arrêtait. Le silence était assourdissant. J'ai réalisé à quel point je dépendais de lui, pas seulement pour mes crises, mais pour la vie quotidienne. Il était mon public, celui qui validait mes expériences. Sans lui, tout semblait inachevé, ignoré. La solitude était physique, un poids sur ma poitrine qui rendait les matins difficiles. J'ai toujours cru être autonome. Je prêchais qu'il ne fallait pas lier sa valeur à un homme. Et pourtant, j'errais parce qu'un seul homme avait retiré son attention. L'ironie était suffocante. J'ai commencé à repasser en boucle toute notre amitié, des années de conversation. Et soudain, c'était évident. Chaque fois que je l'appelais pour râler sur un type, je déversais tout sur lui, puis raccrochais dès que je me sentais mieux. Jamais je ne demandais comment il allait. Tous les plans annulés à la dernière minute pour quelque chose de mieux. La façon dont je parlais de vouloir un vrai homme, un défi, juste sous son nez, sans voir comment ça devait résonner. Chaque souvenir brûlait. Pure honte. Je ne l'avais pas traité comme un ami. Je l'avais traité comme un service. Soutien, émotionnel, confident, pom-pom girl, réparateur, chauffeur. Et moi, pour lui, un rappel de ce qu'il n'aurait jamais. Je l'avais enfermé dans la case meilleur ami. En faisant ça, j'avais effacé son humanité. Il n'était pas une personne avec des besoins, juste un personnage secondaire dans ma vie. Quand il a essayé de sortir de ce rôle, de vivre sa propre histoire, je l'ai écrasé avec la ligne la plus condescendante imaginable. Tu es comme un frère pour moi. Un mensonge. Je ne l'avais pas traité comme de la famille. Jamais je n'aurais traité un frère ainsi. Je l'avais traité comme une propriété. Cette réalisation ne m'est pas tombée dessus d'un coup. Elle est venue, lentement, douloureusement, comme nettoyer une plaie infectée. Ça faisait mal. Mais pour la première fois, je voyais clair. Ma vision du monde entier s'est fissurée. Je ne combattais pas un système. Je me cachais derrière son langage pour justifier mon égoïsme. Je dénonçais la masculinité toxique tout en pratiquant ma propre forme de toxicité, juste déguisée autrement. Cette prise de conscience m'a écrasée. Je ne savais plus qui j'étais. Si je n'étais pas la féministe forte et juste, alors quoi? Une personne qui exploite les autres. La pensée était insupportable. Après presque 2 mois de cette isolation mentale, j'ai craqué. Seule chez moi, essayant de monter une étagère bon marché, les instructions étaient incompréhensibles. Les vis glissaient, la frustration montait jusqu'à me brûler les yeux, stupide, simple, et j'y arrivais pas. Je savais avec certitude que si j'appelais Marc, il serait là en 20 minutes. Il aurait monté l'étagère calmement, fait une blague stupide et tout irait mieux. Je me suis assise au milieu de la pièce, entourée de panneaux de particules, et j'ai craqué. Je ne pleurais pas pour l'étagère. Je pleurais pour lui, pour la gentillesse gaspillée, pour l'ami perdu. J'ai compris que je ne pouvais pas vivre dans le silence. Je devais lui parler, non pour récupérer mon soutien, ni pour combler ma solitude, mais pour m'excuser, le regarder en personne et dire « j'ai enfin compris ». Sans excuse, sans me poser en victime. Je te devais ça. Je n'avais pas son numéro. Il avait disparu de mes réseaux, mais je savais où il travaillait. Un bureau ennuyeux au centre-ville. Me montrer là semblait déranger, limite stalker. Mais j'avais pas d'autre option. J'ai passé des jours à répéter mes discours, à les déchirer, tout sonnait faux, égocentré. J'ai décidé de rester simple. Pas de manipulation, pas de larmes, juste la vérité. Dire désolé,
admettre qu'il avait raison, puis le laisser tranquille pour toujours. J'ai choisi un jeudi. Nausée toute la matinée, mains moites, cœur battant. J'ai pris le train pour le centre-ville. Arrivé 15 minutes avant midi, connaissant sa pause déjeuner, je me tenais en face de son bâtiment, essayant de faire semblant de casual. Chaque minute semblait une éternité. Je faillis rebrousser chemin plusieurs fois. Puis, juste après midi, les portes s'ouvrent, les employés sortent, et il était là, mon souffle s'est coupé. C'était lui, mais pas la version que je connaissais. Chemise boutonnée, pantalon, rien de spécial, mais posture différente. Épaules droites, tête haute, pas de voûtement honteux. Solide, confiant. Il riait avec un collègue, un vrai rire que j'avais pas entendu depuis des années. Il avait l'air bien, en santé, heureux. Et une pensée horrible m'a frappée. Il va mieux sans moi. Coup de poing dans l'estomac. Pendant une demi-seconde, j'ai voulu faire demi-tour, disparaître, mais j'étais déjà trop loin. Je prends une respiration, attends le trafic, traverse la rue, cœur battant. Je l'atteins derrière lui juste au moment où son collègue s'éloigne. J'appelle son nom Ryan. Il se retourne lentement. Le sourire disparaît instantanément. Pas de colère, pas de choc, juste neutre, comme si j'étais une inconnue qui s'était trompée. « Salut », dit-il calmement. J'avais mis le mot près. Tout ce que j'avais répété pour m'excuser s'évanouit. Il attend, le silence est brutal. Je panique et lâche la pire chose. Tu as juste disparu. Faible, accusateur. J'ajoute, j'étais inquiète. Pas vrai. J'étais gênée, contrariée, et il le savait. Un éclair traverse son visage, mais pas de colère ni d'ennui. Je n'ai pas disparu, dit-il. J'ai commencé à vivre ma vie, et c'est comme une gifle. Je tente de revenir sur mon texte. Je sais que j'ai fait une erreur. Je suis venue m'excuser pour tout, pour la façon dont je t'ai traité. Il hoche lentement la tête, ne détourne jamais le regard. Pas de ça va, pas de merci, rien. Je commence à radoter, les mots déferlent. Je t'ai pris pour acquis, je t'ai utilisé. J'étais une amie horrible, je le vois maintenant. Je te manque. Mon meilleur ami me manque. À peine ces mots sortis, je comprends mon erreur. Je me recentrais encore sur moi, mes besoins, mes sentiments. Son corps change subtilement, final. Il s'apprête à mettre un terme définitif. Mais alors, ça arrive. Une femme sort du bâtiment. Taille moyenne, cheveux bruns attachés, en queue de cheval, jean, t-shirt. Rien de frappant. Elle le voit et son visage s'illumine. Un vrai sourire, de la joie pure. Elle marche droit vers lui, m'ignore complètement. « Salut toi, prête pour déjeuner ?» Le changement en lui est instantané. Son visage s'adoucit, sourire réel, le même que tout à l'heure. Il ne nous a même pas présentés, n'a rien expliqué, j'étais juste sur le passage. Elle le regarde, polie mais sans intérêt pour moi, puis revient à lui et lui touche le bras. Petit geste, décontracté, intime, comme un éclair. Dans ce contact, j'ai tout vu. Complicité, blagues intérieures, respect mutuel, histoire partagée. C'était pas nouveau. Pendant que je sombrais, il avait construit quelque chose de réel. Une vie sans moi. Pas pour m'exclure, juste pas conçue pour quelqu'un comme moi. Il n'avait pas seulement tourné la page. Il avait évolué. Trouvé quelqu'un qu'il voyait comme un partenaire, pas un outil. Quelqu'un qu'il touchait avec affection, pas manipulation. Je restais figée. La réalité me tombait dessus. Mon excuse, ma tentative de clôture, tout était inutile. Trop tard. Je n'étais pas un tournant. J'étais une interruption. L'humiliation brûlait, visage chaud, poitrine serrée. J'avais supposé qu'il était misérable, qu'il m'attendait, que mon excuse serait un cadeau qu'il accueillerait avec gratitude. Il n'en avait pas besoin. Il avait déjà le bonheur. Il me regarde une dernière fois. Pas de colère, pas de rancune, rien. Le regard qu'on jette sur un vieux canapé qu'on laisse derrière soi. Je dois y aller. Pas d'excuse, juste un fait. Il se détourne, pose sa main sur le bas du dos de la femme, protecteur, familier. Ils s'éloignent ensemble. Je l'entends rire, léger, heureux, résonnant entre les immeubles. Je reste là à regarder jusqu'à ce qu'ils disparaissent au coin de la rue, parfaitement synchrones. Puis ils sont partis.
je ne m'étais jamais sentie aussi seule. L'histoire que je m'étais racontée moi, héroïne, lui, fidèle personnage secondaire, était un mensonge. Il a toujours été le héros de sa propre vie. Et moi, je n'étais même pas le méchant, juste un obstacle au chapitre 1. La friend zone n'était pas du pouvoir, c'était une cage. Je l'avais construite. Et lui avait trouvé la clé. Il est parti, me laissant enfermée. Je suis restée là, sur ce coin de rue, les gens passant en courant, vivant leur vie. Pour la première fois, j'ai compris le pouvoir, la toxicité, les dynamiques. Tout était réel. Je m'étais tenue du mauvais côté tout ce temps.